On va parler de l'attractivité des jeunes et comment on fait pour pouvoir recruter cette génération à qui on semble ne pas savoir parler. Plutôt que de chercher à les comprendre, il faut plutôt les écouter. Si on ne bouge pas, ils se détourneront des groupes qui n'iront pas vers eux. Donc on a tout intérêt en effet à faire bouger les lignes. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les attirer ces jeunes? Comment tu fonctionnes? Sur quel cadeau tu vas? Comment tu leur parles? Quelles actions tu mets en place? Le Barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue tout le monde, qui interroge tout le monde depuis de nombreuses années. On va parler de l'attractivité des jeunes et comment on fait pour pouvoir recruter cette génération à qui on semble ne pas savoir parler. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir une personne qui passe ses journées à parler aux jeunes, à essayer de les attirer. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Virginie Gourc. Salut Virginie, comment ça va? Salut Nicolas, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir ici parce qu'on parle ensemble à côté de plein d'autres sujets et tout, mais en l'occurrence, je sais que tu es vraiment spécialisée, experte et que tu travailles toute la journée sur ce sujet-là, donc je suis très heureux de t'avoir. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il doit y en avoir, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes et nous expliquer pourquoi je suis super content qu'on parle de ce sujet-là tous les deux? Écoute, je vais me présenter. Donc, je suis Virginie Gourc et je travaille pour le groupe Saint-Gobain. Alors, je vais peut-être représenter Saint-Gobain. Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction pour l'habitat durable. Donc, on a un groupe industriel. Nous avons plus de 350 ans d'histoire. Mais on est une société du CAC 40, un grand groupe industriel, présent dans de nombreux pays, puisqu'on est présent dans 75 pays. Et on recrute pas moins de 140 000 collaborateurs. Et donc moi, dans ce groupe, je m'occupe essentiellement de la marque employeur et de la politique jeune. Donc en effet, j'ai en charge de recruter les 2000 alternants et les 500 stagiaires qui rejoignent le groupe Saint-Gobain tous les ans dans toutes nos entités partout en France, puisqu'en fait, on est présent à travers plein de marques. Je suis sûre que tu en connais, Nicolas, des marques du groupe Saint-Gobain. J'en connais, mais je connais le groupe Saint-Gobain. J'ai fait un peu d'histoire, donc je connais un petit peu l'essence du truc, du fait que vous ayez 350 ans. Mais alors, toutes les marques du groupe, je serais incapable de te les citer. Bon, je t'en cite quelques-unes pour te donner un petit peu de connaissances sur nos métiers. Donc, on a des marques industrielles qui produisent des matériaux. Je te cite par exemple Isover, qui produit de la laine de verre, Placo-Plâtre, Weber. Et puis, on a des enseignes de la distribution qui revendent ces matériaux de construction à des artisans. Je te cite par exemple Point P, exactement, la plateforme du bâtiment, la SFIC, l'Asturienne. Bref, on a une multitude d'entités chez Saint-Gobain. Et donc, on recrute chaque année pas mal d'alternants et de stagiaires. J'aurais pu te dire Point P et la plateforme du bâtiment. Les autres, je les avais pas. Même si je connais les marques, tu vois, je les avais pas. Donc, encore une fois, très intéressant. Et donc, du coup, tu l'as dit, tu es là pour parler aux jeunes, en fait. Tu es celle qui décrypte un petit peu leur langage, au final, parce que tu es là pour les attirer, tu es là pour faire en sorte de leur montrer ce que tu peux leur proposer au sein de Saint-Gobain. Donc, c'est un peu ça ton job au quotidien. C'est un peu ça, oui, en effet. On fait des grandes campagnes de communication pour attirer ces jeunes chez nous, pour qu'ils postulent pour toutes les offres qu'on leur propose. Ensuite, on les intègre, puisqu'on fait les journées d'onboarding. Et puis, on les suit toute l'année pour travailler sur leur mobilité au sein du groupe, puisque notre idée aussi derrière, c'est de créer des viviers de jeunes talents qui seront là pour voir les postes en CDI dans le groupe Saint-Gobain. Trop cool. On va essayer de décortiquer tout ce que tu sais, de ressortir toute ton expérience pour pouvoir justement nous aider dans ce sujet d'attractivité des jeunes, comment on leur parle, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bullshit, est-ce que ça l'est pas. Ça va être tout le sujet du podcast aujourd'hui. Mais avant de commencer, il y a d'autres sujets que je trouve hyper intéressants. C'est un petit peu ta personnalité, qui tu es, parce que tu mêles plein de sujets de front, t'es maman, t'es ultra sportive, parce que tu fais des UTMB, ce qui est, alors pour ceux qui connaissent pas UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, et tu concilies tout. Comment tu fais pour tout concilier ?
Eh bien, écoute, Nicolas, je pense que c'est une question d'organisation, de bon équilibre vie pro, vie privée. Et puis, je sais pas, ça va être ma personnalité. Je suis quelqu'un de dynamique et du coup, j'aime bien retranscrire ça également dans mes activités personnelles. Et donc, c'est à travers la course à pied et le trail que je m'exprime. Hein. Et donc, je pense que c'est à la portée de tous. Hein, si on sait bien gérer son calendrier, si on sait bien s'entourer également, c'est important. Et puis mener de front ses passions et ses projets. Mais tu t'entraînes combien de temps par semaine parce que l'UTMB, alors encore une fois, on reprend, l'UTMB c'est combien, 170 km? Alors l'UTMB c'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, donc c'est une course que j'ai effectuée en 45 heures. Ça nécessite en effet une grande préparation, mais après c'est un objectif un peu d'une vie, donc en fait j'ai envie de te dire, je ne fais pas l'UTMB non plus tous les 6 mois. Donc quand je l'ai fait, j'y ai accordé plus de temps au détriment peut-être de ma vie sociale ou de d'autres choses. Après, les mois suivants, au contraire, d'autres choses ont repris sa place. Hein. Donc c'est un jeu d'équilibre à chaque fois. Mine de rien, le sport fait partie de mon quotidien. Hein. Je m'entraîne en effet toutes les semaines. Hein. Et puis j'essaye d'être régulière. Hein. Ouais. Écoute, le mardi et le jeudi soir, j'essaye d'aller à mon club d'athlétisme. Hein. Et le week-end, c'est vrai que ça prend une grosse part de mon week-end puisque les grasses matinées, je ne connais pas. Et le samedi, dimanche matin, en effet, je suis souvent sur les sentiers ou sur la piste d'athlé. Tu mènes tout de front, c'est absolument dingue. Franchement, moi ça m'impressionne. Je fais déjà un peu de sport, mais je suis ultra impressionné que tu réussisses à faire tout parce que, encore une fois, tu dis c'est l'objectif d'une vie, certes, mais c'est pas comme si tu en avais fait un, quoi, tu vois. C'est pas comme si... Oui, c'est vrai. C'est l'objectif de vie quand tu fais une fois. Mais là, ça fait partie intégrante de ta vie. Et déjà, je suis impressionné par ça. Et est-ce que quelque part, c'est pas aussi ce qui te permet d'avoir un équilibre, justement? C'est ça qui te permet aussi de pouvoir être encore plus performante dans le pro. C'est pour ça que tu arrives justement à t'équilibrer à ce niveau-là? C'est clair que moi, je pense qu'on ne peut pas vivre que d'une chose. Hein. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut un bon équilibre vie pro, vie perso. Il faut être accompli dans son travail, mais il faut l'être également dans sa vie amoureuse. Il faut l'être également dans ses passions, dans ses hobbies. Il faut pour autant être présent auprès de ses enfants. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre. Hein. Et c'est vrai que moi, le sport, pour moi, est un exutoire. Ça me donne de l'énergie. Ça me permet aussi de phosphorer des fois sur mes plans d'action. Ça me donne l'occasion d'écouter des podcasts. Hein, donc, ça me permet également de me nourrir. Hein. Quand je fais mes footings de récup, j'aime bien également le faire avec des podcasts. Donc, pour moi, c'est en tout cas, en effet, quelque chose qui fait partie intégrante de mon quotidien et qui me fait du bien. Bon. Trop cool. Je voulais qu'on fasse cette petite parenthèse parce que je trouve ça hyper important, tu vois. C'est toujours inspirant de voir des personnes comme toi qui réussissent à mêler les deux de front. Et quand on parle mêler les deux de front, c'est pas n'importe quoi. Parce que là, on parle de gros sports, on parle de grosses épreuves, on parle de choses qui demandent beaucoup de préparation. Donc, je suis toujours ultra admiratif et je trouve ça important de montrer que c'est possible. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent non, c'est pas possible. Alors, bien évidemment, on peut pas se transposer par rapport à toutes les situations. Mais ça veut dire qu'on peut le faire la majeure partie du temps parce que c'est une question de volonté et je trouve ça important d'avoir cette vision-là de la possibilité de pouvoir mêler les deux. Et puis tu sais, Nicolas, on va en parler avec les jeunes, mais je pense qu'eux aussi sont en quête de cet équilibre, vie pro, vie privée. Alors ça peut se véhiculer à travers le sport, mais ça peut se passer à travers d'autres choses. Hein. Mais je pense que c'est important en tout cas d'en être conscient que en effet, on ne vit pas qu'à travers son travail, tout comme on ne vit pas à travers que sa famille. Enfin voilà, il faut trouver cet équilibre hein, et je pense que ça fait partie des points essentiels pour la santé mentale de nos collaborateurs. Qui est très importante. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des attentes des jeunes. Alors déjà, première chose, moi j'ai un peu un constat et je voudrais savoir ce que tu en penses, c'est que de fait, les entreprises, quoi qu'il se passe, ont un peu de mal à parler à leurs candidats, à leurs potentiels cibles. Ça, c'est une réalité. On le voit et
Sincèrement, enfin, j'en reparlerai, mais j'ai fait un post sur LinkedIn il y a pas longtemps sur le fait qu'il y avait des recruteurs qui pouvaient recevoir des CV qui correspondaient pas. J'ai pas mal de recruteurs qui ont fait oui, effectivement, les CV ne correspondent pas tout le temps, c'est relou parce que justement ça nous demande de faire un gros tri et tout. Et j'ai eu une levée de bouclier de la part des candidats qui disent oui, mais de toute façon, les recruteurs ils lisent pas nos CV, ils ne comprennent pas nos attentes et tout, ils ne comprennent pas qui on est, leur travail, ils ne nous considèrent pas. Enfin. En gros, deux visions complètement antinomiques, complètement, mises face à face, en fait, de deux mondes qui ne se comprennent pas. Et là, on parle de recruteurs recrutés, et j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre, les entreprises n'arrivent pas à comprendre réellement comment on communique vraiment avec sa cible. Et par extrapolation, j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que les entreprises cherchent aussi, justement, à comprendre comment parler et comment communiquer avec les plus jeunes générations, parce que j'ai cette impression que les entreprises sont un peu dans un ancien monde, sont un peu nostalgiques d'une jeunesse ou d'une manière de postuler, d'une certaine typologie de candidats, et que l'accélération qui a eu lieu ces dernières années, alors pré-Covid et post-Covid, les deux, parce que pour moi, il y a eu une accélération qui était pré-Covid et qui s'est encore plus accentuée après le Covid, fait que cette dissonance est encore plus importante en fait entre la perception des uns et la perception des autres, et donc on n'arrive plus à comprendre du tout les attentes des jeunes, même s'il y a plein d'études sur le sujet. Donc c'était un constat, une question un peu longue, mais je voulais savoir ce que tu en pensais. Moi, je pense que plutôt que de chercher à les comprendre, il faut plutôt les écouter. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Saint-Gobain, c'est-à-dire qu'on a pas mal de mécaniques pour finalement être au plus près de leurs attentes et du coup d'être au cœur finalement de notre cible, qui sont les jeunes. Et je te donne plusieurs exemples. Tout d'abord, là, on vient de finir nos journées d'intégration, donc les fameuses journées onboarding des alternants. Et pendant cette journée-là, on avait une session de Ask Me Anything. C'est-à-dire qu'ils doivent poser toutes leurs questions, même les plus piquantes, à notre DRH. Et donc, c'était une façon aussi de lever, tu vois, toutes leurs attentes là d'intégration quand ils arrivent dans notre groupe. Finalement, qu'est-ce qui déjà coince au moment de leur intégration. Donc, du coup, ça nous permet de prendre le pouls et clairement d'être au plus proche de leurs besoins au moment même où ils rentrent dans le groupe. Ensuite, tout au long de l'année, il faut continuer un petit peu à être à l'écoute de cette population étudiante. Donc moi, j'ai deux mécaniques. Un, c'est le comité jeune. J'ai un comité jeune qui se réunit une fois tous les 1 mois et demi. Et dans ce comité jeune, j'ai un mix de population RH et alternants. Et du coup, avec cette instance, on co-construit la politique jeune du groupe Saint-Gobain. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye d'être au plus proche, justement, des grands rendez-vous qui les attendent dans l'année et de, finalement, d'y répondre par, justement, un plan d'action qui soit le plus adéquat à leurs attentes. Puis enfin, à la fin de leur période chez nous, on fait une grande étude. Du coup, on le fait avec un label externe, mais peu importe, en fait, toute entreprise peut le mettre en place. C'est-à-dire que on essaye également de récolter le maximum d'input pour comprendre comment s'est passé leurs 2 années chez nous, sur des questions de bien-être au travail, sur des questions de management, sur des questions de rémunération, sur des questions... Et du coup, ça nous permet, encore une fois, de mettre le curseur au bon endroit et d'être au plus proche, finalement, de leurs attentes. Donc ça, c'est la première élément, on va dire, de réponse que j'ai envie de te faire. C'est plutôt que de chercher, soyez à l'écoute, clairement. Voyez, ouvrez vos oreilles et donnez-leur la parole, en fait, à ces jeunes pour les comprendre. Voyez, si on estime qu'il y a, tu vois, un décalage dans les attentes, déjà, mettons-nous au clair et puis parlons-en tous ensemble. La culture du feedback, ce qui est hyper important dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Bon, je suis complètement d'accord avec ça. Après, il est certain, on y viendra, c'est intéressant. Toi, tu peux le faire parce que vous avez des grosses masses de personnes. Donc, c'est intéressant de trouver des systèmes pour pouvoir le faire, soit de récupérer des études, soit de récupérer des choses comme ça.
Mais déjà de le faire chacun à son niveau, de comprendre ce qu'il en est, comme tu le dis, c'est hyper important. La culture du feedback, elle est hyper importante. Quoi qu'il se passe, que ça soit, quel que soit le candidat, jeune ou pas jeune, quels que soient les collaborateurs, c'est hyper important. Donc ça, je suis complètement en phase. Et donc par la suite, alors ? Et puis par la suite, une fois qu'on a du coup travaillé avec eux sur ces questions-là, c'est sûr qu'il faut derrière, pour l'entreprise, y répondre, hein. Donc mettre en place des choses qui répondent à leurs attentes. Alors par exemple, nous, un des sujets là qui est revenu pendant la journée d'intégration, finalement, c'est la rémunération. Premier élément sur lequel les jeunes sont attentifs quand ils rentrent dans une boîte, c'est finalement quel va être mon package de rémunération. Ça compte toujours, la rémunération, mine donc, de du rien. coup, c'est toujours le premier. Écoute, c'est le premier dans toutes les études, le salaire montre que c'est le critère numéro 1 des candidats avant de postuler à une offre. C'est le cas aussi pour les jeunes. Écoute, pour les jeunes, c'est encore c'est une problématique, et j'ai envie de dire, c'est normal quand on est jeune, on est assez attentif finalement à ce que l'entreprise va t'offrir. Est-ce que j'ai le droit à un 13e mois ? Est-ce que je peux bénéficier du plan d'actionnariat salarié ? Est-ce que j'ai une part moi aussi variable comme les autres collaborateurs ? C'est toutes ces questions-là qu'il se pose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'équilibre vie pro, vie privée. On a encore beaucoup de questions autour du télétravail, sur la façon de travailler. C'est vrai que c'est quelque chose qui clairement fait partie des sujets d'actualité, encore, de savoir si on peut laisser les jeunes télétravailler. Pour autant, ils recherchent dans l'entreprise une sorte d'ambiance de travail, ils souhaitent que ça soit un lien social, l'entreprise. C'est là où finalement on se retrouve, on crée du lien. Donc c'est encore important aussi de continuer à ce bon équilibre, flexibilité, mais à la fois d'avoir un cadre dans lequel ils travaillent, qui corresponde en fait du coup à leurs attentes. Et puis après il y a tout le sens qu'on met autour de leur mission. Ils sont aussi très attentifs, du coup, à ce qu'ils vont produire, comment, quel sens on va donner à leur travail, et quelle responsabilité, niveau d'autonomie. Toutes ces questions-là sont aussi très présentes parmi les jeunes. Tu as mis les trois, donc on a mis le salaire, on a mis l'équilibre vie pro vie perso et le sens. Ça ressemble beaucoup aux attentes des candidats lambda, pas que des jeunes. Alors, deux questions. Déjà, toi, ça fait un moment que tu travailles sur les jeunes. Est-ce que tu as senti une évolution à ce niveau-là dans les attentes des jeunes ? Ça va être D'ailleurs, c'est ma première question. Ma deuxième, je la garde, je te la poserai après. Est-ce que tu as senti une évolution ? Est-ce que tu as senti, depuis quelques temps, en fait, une intensification sur ces sujets-là ? Est-ce qu'ils sont plus intransigeants ou est-ce qu'ils sont moins intransigeants ? Est-ce qu'aujourd'hui, un petit peu au même titre que les candidats classiques, parce que c'est le cas, les candidats classiques aujourd'hui vont avoir tendance à ne plus, transiger sur le côté, écoute, j'ai besoin d'équilibre vie pro, vie perso, j'ai besoin de télétravail, il n'y a pas de télétravail, je ne viens pas. J'ai besoin d'une certaine rémunération, il n'y a pas de rémunération, je ne viens pas. Est-ce que tu sens une certaine intransigeance aussi de la part des jeunes, ce qui était peut-être moins le cas avant, ou comment tu as vu les choses évoluer ? Je pense qu'en effet, ça devient en fait des éléments qui deviennent un peu indispensables à la discussion avec l'entreprise. Mais parce que aussi, c'est des éléments d'actualité pour nous, RH. Je veux dire, c'est pas que lié aux jeunes. Clairement, je pense que toutes ces revendications, on va dire, qui sont faites par ces jeunes, valent également pour les moins jeunes. C'est juste qu'ils le savent savoir beaucoup plus fortement, et je pense qu'ils ont bien raison finalement. Ils sont un peu les porte-voix des autres générations, et du coup, ça fait plutôt du bien aussi. Alors là-dessus, je suis d'accord, mais du coup, ça amène à ma deuxième question. Donc, c'est très bien, sans transition. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est bien qu'eux veuillent défendre un petit peu ces nouveaux droits, ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles attentes qui sont les attentes de tout le monde, et dès le départ. Mais
franchement, je ne sais pas comment tu le sens, et c'est peut-être pas le cas chez Saint-Gobain, ou c'est peut-être le cas, mais toi, dans ton écosystème justement d'attractivité des jeunes, tu le ressens moins. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie dissonance entre une génération un peu plus ancienne, ceux des même 35, 40, 45 et plus, qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à comprendre que les jeunes aient ces attentes-là dès le départ et soient intransigeants là-dessus. Un petit peu en se disant, oui, mais ils n'ont pas fait leurs preuves, oui, mais au final, ils n'ont même pas commencé à bosser, que déjà, ils veulent des salaires plus hauts que n'importe qui. Ils n'ont pas commencé à bosser, qu'ils veulent déjà du télétravail et ainsi de suite. Ils n'ont pas commencé à vouloir savoir qu'est-ce qui se passait dans la boîte, que directement ils veulent savoir s'ils ont un 13e mois et la première question qu'ils posent c'est est-ce que j'ai tel jour de vacances ou quoi. Tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a une dissonance entre ces typologies de personnes où ils se disent les jeunes ont des attentes, mais comme ils ont fait zéro preuve, ils sont un peu gonflés d'avoir ces attentes-là, quoi, tu vois. Et donc j'ai un peu aussi l'impression que c'est pour ça qu'on a du mal à les comprendre, ou peut-être pas de les comprendre, mais d'accepter justement ces attentes. Oui, tu n'as peut-être pas tort de relever ce point. Et à la fois, je trouve que c'est ce qui fait aussi bouger les lignes et du coup, qui nous permet aussi d'adapter nos stratégies RH. Et du coup, bon, je pense que ça serait un petit peu... ouais, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher, d'autant plus que ces jeunes-là, malgré tout, qui demandent des choses... ça leur enlève en rien leur niveau d'engagement, leur niveau de mobilisation dans l'entreprise, leur force de travail. Moi, quand j'entends aussi que les jeunes sont pas engagés, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est juste, encore une fois, un degré de communication qui est différent et une manière de communiquer qui est sûrement plus différente. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un semblant d'incompréhension entre les générations. Mais du coup, comment on fait ? Parce que tu vois, c'est ça la question. Moi, c'est la question que je me pose, c'est comment on fait ? Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un énorme problème de communication, de perception et de prise de hauteur. Parce qu'il faut prendre de la hauteur. À tous les niveaux, il faut prendre de la hauteur. Les jeunes ont du mal à prendre de la hauteur, c'est normal, même s'ils devraient comprendre, mais par le manque d'expérience, on va dire, OK, on l'accepte. Les autres chefs d'entreprise un petit peu plus anciens devraient prendre de la hauteur et comprendre que justement, le monde a changé, les attentes ne sont pas les mêmes et ça n'est pas parce qu'ils ont ces attentes-là, encore une fois, qu'ils ne seront pas corpos, qu'ils ne seront pas en phase de pouvoir bien bosser comme tu le dis, d'être professionnel, d'être consciencieux et ainsi de suite. C'est un peu le même système, j'avais cette discussion-là avec une autre personne, entre la différence entre les boîtes françaises ou dans une boîte française, généralement, être corpo, tu vois, c'est faire tout ce qu'on te dit, tout ce que la direction te dit, bien comme il faut, propre et tout. Et puis dans d'autres pays un peu plus anglo-saxons ou autres, le fait d'être corpo, c'est aussi le fait de dire ce qui va pas, quoi, tu vois. Le fait de dire, moi j'ai envie que ma boîte elle avance, donc pour que ma boîte elle avance, il faut aussi que je donne mon avis et que je dise de temps en temps ce qui pique. Et on a un peu de mal peut-être en France à prendre de la hauteur sur ces sujets-là, dont le sujet des jeunes. Mais du coup, comment on fait ? Parce qu'il faut bien le régler, ce problème. Et là, ce problème, il est persistant, quoi. Est-ce que chez Saint-Gobain... Moi, je pense que c'est aussi d'accompagner les managers, en fait. C'est la culture managériale qui est hyper importante, du coup, à travailler dans les entreprises. Nous, c'est vrai que chez Saint-Gobain, on accompagne tous nos tuteurs, mais on accompagne aussi de manière globale les managers dans cette nouvelle culture de responsabilisation, d'autonomie, d'empowerment, chez les collaborateurs. Et donc, je pense que ça passe en effet par de la sensibilisation, voire de la formation, de l'acculturation, tout ça. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça doit irriguer dans l'entreprise pour que les générations et l'intergénérationnel finalement fonctionnent, quoi. Et donc, tu arrives à faire en sorte, par justement cette truc, tu arrives à faire en sorte que tes managers arrêtent de dire que les jeunes, ils ont envie de rien foutre, quoi, finalement. Parce que c'est un peu ce qui ressort tout le temps, il faut être honnête. Combien de fois on l'a entendu ? Mais de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, ils bossent plus, ils savent plus bosser, ils ont plus d'envie, comme tu dis, ils sont plus engagés, ils sont plus professionnels, ils ont plus de conscience pro et tout. Je suis complètement pas du tout en phase avec ça, parce que nous, on a recruté essentiellement des jeunes qui ont perduré dans la boîte, en tous les cas chez nous, tu vois, à l'agence. Ils ont toujours été là, toujours été consciencieux, avec de nouvelles normes, bien évidemment, mais des normes qui sont des normes de notre temps. Donc, tu vois, je trouve ça normal. Tu arrives à l'infuser.
Écoute, nous, les jeunes, comme je t'ai dit, c'est quand même une population assez importante chez Saint-Gobain. 2000 alternants, 500 stagiaires, et ce, depuis plusieurs années. Ensuite, on essaye de les recruter au maximum. Donc, j'ai envie de te dire que ça s'est fait de manière naturelle et avec le temps. On n'a pas non plus de remontée vraiment de tuteurs qui sont complètement catastrophés par leurs jeunes. Je pense que vraiment on a sûrement trouvé un bon équilibre dans le fait d'accompagner, je pense, les tuteurs qui sont formés, nous, par Saint-Gobain pour être tuteurs de ces jeunes, et inversement, les jeunes, on répond à leurs attentes, mais en contrepartie, on leur rappelle aussi quels sont les principes de comportement et d'action du groupe Saint-Gobain, qu'est-ce qu'on attend d'eux. En fait, c'est aussi un contrat. Quand on rentre dans une entreprise, on donne, mais on reçoit de l'autre côté. C'est comme une relation amoureuse. Faut faire un pas l'un vers l'autre. Faut savoir faire des concessions. Donc, je pense que les jeunes ont beau avoir des attentes, ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus tout et n'importe quoi, et que ça reste quand même un cadre professionnel dans lequel ils agissent toute la journée, et donc ils en connaissent aussi les limites, et on sait aussi leur rappeler, tout simplement. Après, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, et à mon avis le vrai changement, et ce sur quoi il faut qu'on ait une vraie évolution, une vraie éducation sur le sujet, c'est le fait de dire il faut qu'on recrute les bons jeunes, d'un côté. Donc, il faut, un petit peu comme dans le travail de la marque employeur, in fine, quoi, tu vois, de se dire, on va être clivant, on va montrer vraiment notre ADN, qui on est, pour que les jeunes qui viennent chez nous, ils viennent dans un endroit où ils ont envie de bosser, où ça leur plaît. Parce que le vrai problème, à mon avis, vient de là, tu vois. C'est-à-dire que, à l'inverse, peut-être des anciennes générations, les jeunes ne font plus autant d'efforts, alors pas dans le travail, mais dans quelque chose qui ne leur plaît pas. Tu vois. Ça, je pense que c'est le cas. Après, tu me diras ce que tu en penses. Mais tu sais, c'est le travail de la marque employeur. La marque employeur, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. En fait, quand tu fais une marque employeur et que tu annonces finalement pourquoi tu rejoins ton entreprise, forcément, tu en exclus d'autres. Et c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, tu peux pas plaire à tout le monde. Et c'est pas un problème, en fait, de ne pas plaire à tout le monde. Mais qu'il faut faire et qu'il faut accentuer, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui qui veulent plaire à tout le monde, qui veulent avoir le maximum de CV, qui veulent faire des annonces qui plaisent à tout le monde, une marque employeur qui plaît à tout le monde. Mais non, on est bien d'accord, c'est pas le cas. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une éducation des jeunes, tu vois, à essayer d'être aussi un petit peu plus, de sélectionner un petit peu mieux, d'être un petit peu plus regardant sur les entreprises sur lesquelles ils postulent, au risque, en fait, de se retrouver dans une entreprise, tu vois, qu'ils n'aimeront pas. La jeune génération, c'est quand même une génération qui a l'habitude d'un format à la Tinder, il faut être honnête, on swipe, on envoie assez rapidement, ce qui est potentiellement pas le cas de tout le monde, mais de beaucoup. Donc, ils sont peut-être moins regardants dans un premier temps, mais plus regardants après, tu vois. Et je pense que du coup, il y a une éducation à faire des deux côtés, de manière à avoir des jeunes qui correspondent à leur entreprise et des entreprises qui correspondent à leurs jeunes. Et donc, qu'on efface un petit peu cet aspect de mauvaise communication et de mauvaise image de l'un qui pense que les jeunes sont des feignants et de l'autre qui pense que les vieux sont des réacs, quoi, tu vois. Donc, vraiment, une connexion qui soit plus de l'ordre de la connexion amoureuse, comme tu disais, donc de bien choisir ses partenaires, quoi. Exactement, mais c'est vraiment le travail qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on essaye de véhiculer vraiment ce qui est l'ADN, nous, de notre groupe, chez Saint-Gobain, et de s'assurer en effet que cet ADN correspond finalement aux valeurs que l'étudiant défend, à ce qu'il a envie de vivre comme expérience professionnelle, de façon en effet à ce qu'il y ait un match entre l'étudiant et l'entreprise. Et si ce match a lieu, normalement, une fois qu'on l'intègre et qu'on fait une bonne intégration et que justement, on ouvre, tu vois, on répond à ses attentes, on essaye, d'être le plus clair possible sur le contrat. Normalement, tout se passe bien et voilà, je veux dire, normalement, il y a une bonne expérience derrière entre le tuteur et l'étudiant. Du coup, alors, d'après ce que tu nous dis, les attentes sont les mêmes, au final, que les candidats lambda, rémunération, équilibre vie pro, vie perso, et on a dit essence. Essence, du travail. C'est les trois qu'on a dit.
Il faut faire quand même un peu de formation pour avoir des managers qui puissent comprendre aussi un petit peu les attentes et un petit peu la manière dont tu fais. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les attirer, ces jeunes? Comment tu fonctionnes? Sur quel canal tu vas? Comment tu leur parles? Quelles actions tu mets en place? Ça nous intéresse. Alors, je fais déjà un petit spoiler. Bien évidemment, tu as parlé de ce que vous faites chez Saint-Gobain et de la manière dont tu fonctionnes. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas faire des événements ou des choses de cette taille-là, mais l'idée, c'est de voir ce que tu fais et ensuite, après, qu'on discute et qu'on décline ce qu'on peut faire sur différentes tailles d'entreprise. Mais je suis assez curieux parce que vous recrutez beaucoup de jeunes et quand on voit la difficulté que c'est de leur parler pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que tu dois avoir une recette miracle, c'est pas possible. Mais écoute, en fait, moi, tout simplement, j'essaye de prendre un peu le profil type d'un étudiant et je me dis qu'est-ce qui fait, comment se construit sa journée. Alors, il passe du temps en école, hein. Normalement, hein, il est quand même sur les bancs de l'école. Il doit faire du sport, hein. C'est aussi, justement, on en parlait tout à l'heure, mais parmi les jeunes, il y en a au moins quelques-uns qui font du sport. Et puis, ils passent du temps sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui fait partie inhérente de leur quotidien. Et ben, j'ai envie de te dire, nous, chez Saint-Gobain, on actionne ces 3 leviers. C'est-à-dire qu'on est présent dans le cadre des relations écoles. Hein. Donc, comment ? Parce qu'on a des partenariats avec des écoles. Et là, cette année, on lance aussi un gros challenge étudiant autour de 4 business cases Saint-Gobain. Donc, on va adresser toutes les écoles en France pour aller travailler sur 4 thématiques dans l'idée de inscrire ces business cases dans les contenus pédagogiques des diplômes préparés et de façon à les sensibiliser au métier de Saint-Gobain. Et puis, on fait des relations écoles plus traditionnelles, forum école, hackathon, conférences métiers, découverte des usines et des points de vente de Saint-Gobain. Donc ça, c'est le premier levier qu'on actionne. Le deuxième que je t'ai parlé, c'est le sport. Alors le sport, nous, on a choisi le foot pour aller toucher les étudiants, puisqu'on organise chaque année la Saint-Gobain Football Cup, qui est la Coupe de France de football universitaire et qui nous permet de réunir des équipes féminines et masculines sur des terrains. Et donc, toute l'année, nous avons des matchs de foot qui nous permettent d'aller toucher les étudiants en leur parlant des métiers et des parcours Saint-Gobain, puisqu'à chaque fois, nous avons aussi une grande communauté de collaborateurs qui nous accompagnent pendant ces temps forts de la Saint-Gobain Football Cup, et ce qui permet d'avoir des échanges assez pertinents avec les étudiants, et puis des échanges, on va dire, totalement sincères et désintéressés, moins corporate que ce qu'on peut faire dans d'autres cadres. Et puis le troisième sujet, c'est les réseaux sociaux. On prend beaucoup la parole aussi sur les réseaux sociaux. Cette année, on a fait une grosse campagne de vidéos TikTok. Ça nous a permis d'aller transmettre des messages qui étaient portés par nos propres alternants. Et ça, pour nous, c'était important que ça soit finalement des alternants qui parlent à des alternants et qui leur parlent finalement de sujets qui les touchent et qui montrent un petit peu le quotidien d'un alternant chez Saint-Gobain. Donc on a ces 3 gros dispositifs qui nous permettent d'adresser les étudiants. Et puis après, on a aussi plein d'autres choses. On fait des job dating, le tout, c'est en fait de montrer qui on est de l'intérieur et d'être le plus authentique possible, le plus sincère pour toucher en effet les bonnes personnes. Mais du coup, en gros, le secret, c'est vraiment de faire le match entre ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à proposer, tu as bien écouté ta cible, parce que tu l'écoutes de manière continue. C'est-à-dire que c'est ça aussi, je pense, qui est important dans votre fonctionnement, c'est que tu écoutes ta cible de manière continue. Tu écoutes les attentes des candidats qui peuvent changer, tu écoutes les personnes qui viennent juste d'arriver chez toi, tu les écoutes au moment où ils sont censés quitter ou au moment où ils continuent leur parcours chez Saint-Gobain. Donc tu vois leurs différents moments de vie dans leur évolution, ce que tu disais, tu vois ces différents moments de vie. Tu les comprends et donc de fait, tu sais qu'est-ce que tu peux mettre en relation par rapport à leurs attentes de ce que toi tu as à leur proposer chez Saint-Gobain. Mais là où je reviens à ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu leur donnes aussi la parole eux-mêmes pour qu'ils se parlent entre eux, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi quand même une réussite qui est assez... une idée qui est assez importante, parce qu'on a tendance à vouloir parler nous
pour les jeunes. Et au final, là, c'est un peu les Français parlent aux Français, les jeunes parlent aux jeunes, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Exactement. Et nous, en fait, on a créé donc une communauté qui s'appelle les Gobinous chez Saint-Gobain. Et donc, en effet, c'est très mignon. Et finalement, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en effet, c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et donc, ils ont un espace de prise de parole en ligne. On leur fait régulièrement des événements en interne toute l'année. Et du coup, qui de mieux pour animer que nos propres alternants. Donc, en fait, on les met en situation d'acteurs de la politique jeune. Et finalement, ça marche bien parce que ils se sentent à la fois écoutés, mais acteurs. Du coup, ils font la meilleure promotion qui soit des messages qu'on a envie qu'ils véhiculent. Et finalement, c'est un peu le cercle vertueux. C'est de la cooptation derrière, c'est de la création de contenu qui est sincère et totalement authentique. Donc, c'est plutôt la bonne mécanique. Le miracle du programme ambassadeur, en fait, c'est exactement ça. Exactement. Le programme ambassadeur qu'on a l'habitude de faire et de dire, sur lequel on a l'habitude de dire il faut que vos collaborateurs puissent parler à l'extérieur, puissent s'exprimer pour pouvoir présenter ce qui se passe à l'intérieur, mais avec leurs mots, sans les brimer. Bien évidemment, il faut regarder, bien évidemment, il faut orienter stratégiquement ce qu'on veut mettre en place. C'est une évidence, sinon il n'y a pas de sens, sinon il n'y a pas de ligne directrice. Mais il faut surtout laisser la parole, surtout les laisser dire, en fait, dans le cadre, entre guillemets, de ce que tu as dit, leur laisser un espace de liberté qui leur permet d'être eux-mêmes. Et donc, du coup, comme tu disais, non seulement de leur apporter de la reconnaissance, mais si tu leur apportes de la reconnaissance, ça se voit à l'extérieur, tu leur as apporté de la reconnaissance, et donc, du coup, c'est attractif. Parce que c'est vraiment une belle recette miracle que vous avez là. Mais, question, parce que vous êtes Saint-Gobain, vous êtes beaucoup à bosser sur ce sujet, vous êtes combien dans le service ? Nous, on est 3 à la marque employeur, 3 plus une alternante, donc on va dire qu'on est 4. Bon, même si c'est pour beaucoup de personnes, vous êtes quand même 4 à la marque employeur, c'est votre job au quotidien, vous avez aussi des moyens, parce que vous pouvez organiser la cup de foot, vous pouvez aller sur les événements, écoles, vous pouvez faire des choses comme ça. Comment on pourrait transposer ça pour des entreprises de taille moyenne ? Je pense que déjà, le système d'écoute... il est facilement implémentable, c'est-à-dire que mettre en place un comité avec des alternants et de leur donner un petit peu les clés de la politique jeune, ça c'est complètement actionnable pour tout type d'entreprise et du coup c'est être un peu garant finalement de ce qu'ils ont envie de vivre au quotidien dans l'entreprise, que ce soit en termes d'intégration, de suivi. Donc ça je pense que c'est totalement actionnable. Sur TikTok, clairement, je pense que, au-delà d'avoir un petit budget sponsorisation, parce que les réseaux sociaux marchent beaucoup par de la sponsorisation, la création de contenu, maintenant, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des moyens de prod démesurés pour pouvoir faire des capsules vidéo qui fonctionnent très bien. Il faut juste, en effet, avoir un programme d'ambassadeurs alternants avec des personnes qui ont l'envie, qui sont complètement en phase avec cette démarche. Donc ça, c'est également possible. Et puis, nous, cette année, on a fait notre premier job dating à la Tour pour aussi attirer les candidats. C'était un pari, on ne savait pas si ça allait prendre. Est-ce que les étudiants sont prêts à se déplacer, à venir dans un siège, aller à la rencontre des collaborateurs ? Ils ont fait ce déplacement. On a eu plus de 200 candidats qui sont venus. On les a fait baigner dans l'univers Saint-Gobain. Je pense que ça, c'est aussi totalement actionnable de faire des points de rencontre physiques et c'est hyper important aussi. Il n'y a pas que le digital. Ça, c'est également actionnable par toute entreprise. Donc, je pense qu'en fait, alors c'est vrai que voilà, la Saint-Gobain Football Cup, je le mets un petit peu à part parce que c'est un gros événement sportif qui nécessite quand même une organisation et des moyens. Mais je pense que sur le reste, c'est actionnable par toute entreprise à la lumière de ses équipes, de ses moyens et de ses ressources. Donc... Je suis complètement d'accord avec toi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que d'un point de vue communication, nous, c'est aussi ce qu'on préconise. Tu vois. En tant qu'agence de com, on pourrait dire on a besoin de préconiser, nous-mêmes de faire du contenu. Non, c'est pas le cas parce qu'il y a des sujets en fait sur lesquels c'est important que ce soit l'entreprise qui soit maître de ça. Et en l'occurrence, sur les jeunes, c'est ça. Donc pour moi, ça va complètement dans le sens de ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est pas du tout une dimension d'argent, c'est une dimension de volonté, d'organisation. Comme tu en parlais, et de prisme, d'angle d'approche. Le côté feedback,
Si on l'a, logiquement, on l'a pour tout le monde. Donc, et pour moi, c'est nécessaire, on en parlait tout à l'heure, c'est nécessaire dans une entreprise d'avoir le feedback candidat, le feedback collaborateur. Si on l'a pour tout le monde. Donc après, de quelle manière tu le décortiques, c'est plutôt ça. Parce que si tu es une moyenne entreprise, tu vas pas forcément avoir un conseil alternant parce que tu n'as pas forcément énormément d'alternants, mais tu peux avoir ce feedback à prendre et le décortiquer en disant, voilà, je vais prendre mon feedback alternant ou feedback jeune, pas que alternant, pas que étudiant, mon feedback jeune, et je vais essayer de le segmenter pour dire, voilà, qu'est-ce que je prends dessus. Et à partir du moment où tu en as quelques-uns, comme tu dis, on peut créer un mini conseil alternant pour se dire, on va leur donner une nouvelle prérogative, comment on attire les jeunes, comment on regarde, quelles sont leurs idées, ce qui va aussi leur donner de l'importance, ce qui va leur donner de la valorisation. Donc, je trouve ça hyper intéressant, zéro moyen, juste de l'orga et potentiellement un peu de temps, mais en plus, ça travaille sur la fidélisation. Le deuxième point dont tu as parlé, c'est les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, il faut avoir un certain intérêt à attirer des jeunes pour pouvoir aller sur du TikTok ou autre, mais à partir du moment où on a cette politique-là, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de y aller. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui, la production pour faire un TikTok, elle n'est pas nécessairement... tu n'as pas besoin de production, tu n'as pas besoin d'avoir une agence ou des spécialistes de vidéo qui te le font. Parce que, déjà, le format n'est pas nécessaire. Et en plus, ce n'est pas ce qui est attendu. On veut de l'authentique, on veut du réel, on veut vraiment du vrai, on veut quelque chose de... On ne veut pas des discours corporate, ouais, on ne veut pas des grandes prods, on veut finalement du vie, mon job, quoi. Ouais, c'est ça. On veut des concepts qui parlent du quotidien, de ce que les jeunes vivent vraiment dans l'entreprise. C'est ça. Et je vais même plus loin, tu vois. Nous, en tant qu'agence de com, quand on bosse sur la stratégie TikTok de clients, on leur dit, on bosse sur votre stratégie, on vous accompagne sur l'idée stratégique, le cadrage, mais on ne fait pas de contenu. Parce que TikTok ne veut pas de contenu. Alors, tu peux en avoir, mais à la base, ne veut pas de contenu qui soit bien travaillé en termes de prod. On veut du contenu authentique. Donc, en plus, c'est vraiment poussé à comment dire, c'est un réseau qui est fait pour ce sujet-là. Je pense qu'à ce point-là, le seul problème est l'appréhension et la peur que les entreprises ont à laisser la parole sur des réseaux qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils connaissent mal, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça, mais c'est un peu la même chose partout. Parce que là, on commence à avoir une démocratisation de la prise de parole ambassadeur sur LinkedIn, parce que ça commence à se faire. Mais tu reviens 2-3 ans en arrière, on voulait pas trop laisser la parole aux collaborateurs, parce qu'on savait pas ce qu'ils allaient dire, on maîtrisait pas. Je pense que cette crainte-là, elle est énorme sur TikTok, pardon. Ouais, mais tu as totalement raison. En fait, je pense que ça vaut également pour LinkedIn avec les réseaux ambassadeurs. Mais pareil, je pense que ça fait beaucoup partie de la culture de l'entreprise. Si l'entreprise, en fait, est dans un système de faire confiance à ses collaborateurs, et franchement, je pense que voilà, elles ont tout intérêt maintenant à faire confiance à leurs collaborateurs. Et si, en fait, il fait bon vivre dans l'entreprise, pourquoi en fait empêcher les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs à prendre la parole? Au contraire, c'est des miroirs géniaux pour aller véhiculer tout ce que fait l'entreprise. Le tout, c'est d'être aligné en fait entre l'interne et l'externe. Si l'entreprise véhicule des choses mais qu'elles sont pas bien vécues en interne, forcément il y aura pas une communication qui sera bénéfique, mais sinon il y a aucune crainte à avoir. Et si on prend en plus le troisième point, quel point dont tu parlais, quel point école, événements, ainsi de suite. Alors encore une fois, vous avez la Saint-Gobain Football Cup et tout, qui est autre chose. Mais les écoles, quelles qu'elles soient, et il y en a plein. Alors, c'est pas forcément les écoles dans lesquelles vous allez recruter les jeunes. Là, je parle aux moyennes entreprises. C'est pas forcément les écoles dans lesquelles vous allez les recruter. Mais il y a énormément d'écoles qui sont toujours en attente de projets pour pouvoir bosser sur tel ou tel sujet. Et allez là-bas, allez les voir. Ça vous fait même pas bosser, parce que ça fait pas bosser les personnes de la boîte en question. Ça fait bosser les jeunes sur tel ou tel sujet. Donc, allez les faire bosser, allez leur poser des questions. Vous allez en immersion. Et ça coûte rien, ça prend pratiquement pas de temps et ça, on peut le faire. Ah oui, totalement. Les écoles sont très demandeuses d'avoir des experts métiers qui viennent au sein de leurs locaux. Et nous, on a aussi une grosse demande en interne. On a lancé ce challenge étudiant dont je t'ai parlé, de collaborateurs qui ont l'envie de transmettre, l'envie de partager. Et du coup, en fait, c'est dingue, mais en fait, cette rencontre entre le monde étudiant et le monde entreprise, il est facile à mettre en place. Bien sûr, parce que tu casses les barrières. Parce qu'en gros, tu viens dans leur univers, entre guillemets. Donc, dans leur univers, ils se sentent beaucoup plus en sécurité. Donc, c'est leur zone de confort. Donc, tu casses une barrière et donc, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se réunit sur une zone qui est une zone un petit peu tampon, tu vois, qui est la zone social média ou autre.
Et quand on n'a pas la bonne manière de parler, quand on n'a pas les bons codes et tout, en fait, on est sur une zone de friction. Parce qu'on n'est pas complètement dans l'une et pas complètement dans l'autre. Tu es à moitié sur la zone de l'entreprise, de communication de l'entreprise, tu es à moitié sur la zone de confort, en fait, de l'étudiant. Donc, tu es sur une zone de friction. Sur chacun se dit, mais je suis dans mon univers. Comment il vient me parler dans mon univers? Donc, si tu n'as pas exactement les bons codes, le bon message, c'est compliqué. Là, quand tu vas à l'école, tu es obligé de t'adapter. Donc là, tu es déjà plus chez eux, en position de faiblesse, entre guillemets, mais qui amène justement à casser ces barrières et à avancer. Donc c'est hyper intéressant et tout le monde peut le faire, clairement, tout le monde peut le faire. Ouais, et puis en plus, c'est hyper enrichissant, en fait, des deux côtés. En fait, moi, j'adore intervenir dans les écoles. Souvent, voilà, j'en ressors à chaque fois un peu grandi, ils me posent des questions qui sont toujours hyper pertinentes. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un exercice qui est top. Du coup, ce qui est très cool, c'est qu'on voit que tout ce que vous faites chez Saint-Gobain, c'est largement faisable, quelle que soit la taille de l'entreprise. Écouter, récupérer du feedback, travailler dans les écoles, donner des idées pour pouvoir justement encore récupérer du feedback, mais sur des autres sujets, ou aller à la rencontre, donc du coup faire un transfert, casser les barrières. Et le dernier point qui est travailler sur les réseaux sociaux, les bons réseaux, des bonnes cibles. Mais avant de faire tout ça, bien évidemment, il faut avoir compris et il faut être prêt à travailler avec des codes qui ne sont pas les nôtres. Donc, il faut comprendre aussi les attentes des jeunes dont on a parlé et pourquoi ils le font et de quelle manière ils le font aujourd'hui, c'est-à-dire ne plus vouloir transiger parce que l'évolution, elle est là. Donc, il faut être prêt, je pense, un petit peu à passer ce cap. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt. Et c'est peut-être la dernière question que je vais te poser, c'est... Toi, tu le vois encore une fois à l'intérieur de ton écosystème, de ton microcosme de Saint-Gobain, comme quoi ça bouge. Moi, je te le dis, et je pense que tu le sais, d'un point de vue plus général, on est quand même encore loin de ce microcosme-là. Il y a quand même une grosse fracture entre les deux mondes. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va vraiment évoluer? Est-ce que tu penses que la fracture va, au bout d'un moment, se consommer ou va s'agrandir et, in fine, elle ne sera effacée qu'à partir du moment où cette jeune moyenne génération sera arrivée au modèle de management et entre guillemets au pouvoir? Comment tu vois les choses? Écoute, c'est difficile à savoir, mais je pense qu'ils sont un accélérateur des changements du monde du travail. Et je pense que du coup, ils vont continuer un petit peu à faire bouger les lignes. Et donc, j'ai pas de boule de cristal pour savoir quel va être le monde de demain avec ces différentes générations qui vont continuer à cohabiter. Mais moi, je pense que voilà, on va dans quelque chose qui me paraît très positif et du coup, qui pour la fonction RH en tout cas va être pleine de beaux challenges. Et moi, je suis plutôt positif pour l'avenir. Donc pour toi, les jeunes vont réussir à faire évoluer ce monde du travail réellement. Les anciens vont s'adapter à ça et vont comprendre en fait que cette évolution elle est là et qu'on n'est plus en face de pseudo-feignants, de gens qui ont plus envie de bosser ou quoi, qu'on est juste en face d'une évolution du monde du travail en tant que tel qu'il faut embrasser et que surtout il faut réussir à créer les bons matchs et les bonnes rencontres. Oui, puis de toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix parce que le marché du travail, il est quand même hyper tendu. La pyramide des âges ne va pas dans le bon sens. Ouais, donc, de toute façon, il va falloir, dans les années à venir, qu'on recrute énormément. On est encore dans des années où il va falloir aller chercher de la nouvelle ressource. Donc, si on ne bouge pas, de toute façon, je pense qu'ils se détourneront des groupes qui n'iront pas vers eux. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, en effet, à faire bouger les lignes. Donc, il faut que les lignes bougent, on l'a compris. Merci beaucoup, Virginie, c'était très cool. Je pense que du coup, on va pouvoir se revoir régulièrement pour parler de ce sujet-là. Il faudrait qu'on fasse un petit point annuel pour savoir est-ce que les attentes ont bougé, est-ce qu'il y a des nouvelles idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en tous les cas, ce qui est super cool, ce qui ressort de ce podcast aujourd'hui, c'est que même si on n'a pas inventé des nouvelles attentes des jeunes, parce qu'elles sont les mêmes, je pense qu'on a vu qu'il y a des manières de leur parler et surtout, il y a des manières de leur parler qui sont communes à tout le monde, avec des moyens différents, avec des dimensions différentes, mais en tous les cas que les actes peuvent être les mêmes et qu'il y a une vraie zone de rencontre qui peut être là. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
Carrément, je dirais oser parler aux jeunes, oser les écouter. Et puis, je pense que voilà, on aura un avenir radieux. Trop cool. Merci beaucoup Virginie, c'était très très cool. Merci Nicolas. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et à bientôt, Virginie. Merci beaucoup. Merci. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider ? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.